La route Sichuan-Tibet est la principale voie de communication entre la Chine et l'Himalaya. 2200 km pour atteindre le toit du monde, en passant par des cols escarpés et des vallées de montagnes profondes. Elle traverse des endroits reculés et des paysages fascinants, mais des dangers imprévisibles guettent partout. À 5000 mètres d'altitude, l'infini du ciel est alors proche comme jamais, au bout de cette route nostalgique pour les routiers, les voyageurs et les pèlerins. La route Sichuan-Tibet mène de Chengdu, dans la province du Sichuan, au sud-est de la Chine, à travers l'Himalaya jusqu'au Tibet et à sa capitale, Lhasa. Ren Taiping et son collègue Shun contrôlent les pneus et les freins de leur camion. Ils doivent livrer du ciment dans un village juste avant la frontière tibétaine, à environ 800 km de là. Ils ont prévu 3 jours pour ce voyage à travers les montagnes. Ils se relaient au volant à de courts intervalles, car l'ascension de l'Himalaya requiert toute leur attention. La partie du trajet entre la ville de Tinyuan et les montagnes d'Erlang est très difficile à cause des nombreux chantiers. Les accidents de la route sont fréquents, car les glissements de terrain sont nombreux. Les conditions sont catastrophiques, surtout par forte pluie. La route grimpe progressivement à travers des vallées escarpées. Comme il a beaucoup plu, des pans entiers de montagnes se mettent en mouvement. La route doit être réparée en permanence. Des véhicules sont régulièrement emportés dans le vide. Presque tous les chauffeurs que nous croisons sont tibétains. Ils conduisent mal. Quand on les croise, il vaut mieux les laisser passer. Pas plus tard qu'hier, plus bas, 2 conducteurs ont été si têtus qu'il y a eu des morts. La montée du premier col est particulièrement dangereuse, car la route est à peine stabilisée. Ici, Ren Taiping préfère laisser le volant à son collègue Shun, qui fait le trajet plus souvent. La route grimpe de plus en plus haut à travers une jungle de montagnes subtropicales. Les masses nuageuses allant du Pacifique à l'Himalaya se vident ici en grande partie. La circulation ici est mauvaise, parce qu'il n'y a qu'une seule voie à cause des travaux. Regardez, toute la route n'est qu'un immense embouteillage. Il faut être très prudent. Juste avant le col, un glissement de terrain a de nouveau bloqué la route. Tout le monde ici doit s'attendre à plusieurs heures d'attente. Le premier tronçon de la route Sichuan-Tibet mène de Chengdu, la capitale du Sichuan, à Kanding, en passant par les contreforts de l'Himalaya.
Pour les chauffeurs, la première montée vers l'Erlang Mountain est l'une des plus dangereuses étapes de tout l'itinéraire. Au-dessus de la route, une paysanne coupe des bambous dans le sous-bois. Même la pluie battante n'empêche pas Gao Kaisi de travailler. Nous utilisons le bambou pour construire un abri. Notre ancien temple va être démoli. Maintenant, nous avons besoin d'un nouveau toit provisoire pour notre Bouddha. Avec quelques paysans du village voisin, Gao Kaisi veut achever aujourd'hui encore le temple de fortune sur l'escarpement qui surplombe la route très fréquentée. Il doit protéger non seulement les riverains, mais aussi les personnes de passage contre les accidents. Les gens d'ici sont habitués à travailler sous la pluie. Dans cette région brumeuse, le soleil ne perce que rarement. Ça, c'est Bouddha Guanyin. Et ici, le saint patron de la route. Lui, c'est le général Bai. Et puis, nous avons Baima avec son cheval blanc. S'assurer la protection d'en haut de cette manière est très répandu dans cette région. Peut-être aussi parce que les dangers y sont omniprésents. Il y a quelques années, des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans le terrible tremblement de terre qui a dévasté cette partie du Sichuan. Nous allons bientôt construire un nouveau temple. C'est la période principale pour la récolte du riz. Nous n'avons pas le temps. Lorsque la récolte sera achevée, nous aurons suffisamment de temps pour construire le temple définitif. Le temple est inauguré par un petit feu d'artifice. Attention, chute de pierre, nous dit-on quelques kilomètres plus loin. Avec la pluie, cette paroi rocheuse est devenue instable. Les grimpeurs tentent de dégager branches et éboulis friables pour éviter le pire. Parfois, le service de voirie parvient à désamorcer à temps les endroits dangereux. Mais sur cette portion de route, ils arrivent souvent trop tard. Shu Wengxing est l'un des milliers de cyclistes qui tentent de franchir les cols de la Sichuan-Tibet Highway entre le printemps et l'automne. Je me sens libre quand je suis en route. Je peux faire du vélo comme je veux, vite ou lentement, comme je veux. En chemin, je rencontre des gens et je me fais des amis. Nous, les cyclistes, nous sommes des frères d'esprit. Tout le monde est en congé de son entreprise. Je suis très heureux. Nous partons pour Lhasa. Cela durera 3 à 4 semaines avant d'y arriver. Entre-temps, nous ferons une pause de 2 ou 3 jours. Par temps de pluie et de brouillard, voire de neige et de glace, les cyclistes s'épuisent pendant plusieurs jours à franchir des cols culminant à 4 à 5 000 mètres d'altitude avant d'atteindre Lhasa, leur destination. En raison des énormes dénivelés, de la longueur interminable du trajet
et des nombreux dangers, la route Sichuan-Tibet est une sorte de baptême du feu pour certains membres de la nouvelle classe moyenne chinoise. Ren Taiping et son collègue sont sortis de l'embouteillage. Maintenant, les choses avancent enfin. Si une voiture tombe en panne et bloque la route, le bouchon dure une demi-journée, voire parfois un jour entier. Il y a souvent des situations dangereuses. Il faut bien faire attention à soi. Mais la plupart des conducteurs savent à quel danger ils doivent veiller. Glissements de terrain, chutes de pierres et routes non stabilisées ne sont pas les seuls défis à relever. Le plus grand danger vient des conducteurs qui prennent trop de risques. Un transport de volailles s'est renversé. Des centaines d'animaux sont morts. Une voiture a foncé sur mon côté de la route. J'arrivais d'en bas et j'ai dû faire un écart très rapide. La femme du chauffeur tente de sauver ce qui peut encore l'être. La famille a élevé ces animaux pendant 1 an. Aujourd'hui, leur existence est menacée. Nous montons toujours plus haut dans l'Himalaya. Après le premier col de 4000 mètres, Ren Taiping et son collègue sont aussi victimes d'un accident. La porte du conducteur a été endommagée. Pourtant, ils n'ont même pas fait la moitié du chemin. Mon collègue, M. Shun, s'est arrêté pour faire le plein d'eau quand l'autre camion est entré à côté. Nous avons crié et fait des signes pour qu'il freine et s'arrête, mais il ne s'est pas arrêté à temps et il a emporté la porte ouverte. C'est comme ça qu'il l'a cassée. Ren Taiping se doute que cet accident inutile va lui coûter une demi-journée, car il faut attendre généralement plusieurs heures avant que la police arrive. L'autre conducteur ne veut pas reconnaître sa culpabilité, c'est pourquoi la police doit faire le constat. Plus bas, dans la vallée, les cyclistes s'arrêtent dans une auberge avant la tombée de la nuit. Zhu Wengxin a également terminé son étape du jour. L'augmentation du tourisme à vélo est une activité bienvenue pour les villageois. La nuit coûte 5 € par personne. C'est un prix abordable, même pour les standards chinois. Les cyclotouristes qui arrivent ici viennent de toute la Chine. La route qui mène vers le toit du monde est à la mode. Mais pour rouler ici, il faut pouvoir faire face à toutes les conditions météo. La route était pleine de bosses, de nids de poules et totalement mouillée. Oui, j'ai eu de la pluie. C'est très glissant, surtout dans les descentes. Et quand les voitures me dépassaient, elles m'éclaboussaient de terre. C'est vraiment un problème. Quand un camion arrive face à vous sur une route étroite, il faut s'arrêter, sinon personne ne passe. Je dois faire attention, car cela ne gêne pas le camion s'il me renverse. Le lendemain matin, il pleut toujours. Mais cela ne semble pas déranger les villageois. Ici, à près de 2000 mètres d'altitude, les gens sont habitués au temps froid et humide.
Lentement, la vie s'éveille aussi à l'auberge des cyclistes. Peu avant 10 heures, plus tard que d'habitude, Zhu Wengxin se remet en route. Ren Taiping et son collègue ont eux aussi repris la route. Ils ont attendu 5 heures que la police arrive. Ils ont ensuite débosselé la portière avant du véhicule et l'ont attaché du mieux qu'ils ont pu. La route Sichuan-Tibet serpente de plus en plus haut. Le prochain col est à environ 4500 mètres d'altitude. En raison de la porte cassée et de la poussière, les camionneurs restent autant que possible du côté de la montagne. Une fois au sommet, l'air est considérablement raréfié et il fait plus froid. Les températures montent à peine au-dessus de zéro. C'est dur de conduire comme ça, et le prochain tronçon de route sera aussi peu agréable. Avec la porte du conducteur cassée, nous essayons de rester proche de la montagne. Cela signifie que nous roulons parfois du mauvais côté de la route. Cela peut être dangereux, surtout quand de gros véhicules arrivent en face. Depuis Kanding, la route franchit de nombreux autres cols jusqu'à Litang, à la frontière avec le Tibet. À près de 5000 mètres d'altitude, non loin de la route, le monastère de montagne tibétain de Gao Ershan. Près de 2000 mètres plus bas, le climat redevient plus doux. C'est ici que commence la partie tibétaine du Sichuan, facilement identifiable à ces magnifiques maisons tibétaines. La famille Song appartient au peuple des Khampa. Ils construisent une nouvelle maison pour leur fils. L'ancienne était trop proche de la route et a été démolie. Luo Sang a 24 ans. La maison doit être terminée avant son mariage. Lorsque la route Sichuan-Tibet a été élargie il y a quelque temps, notre maison a également été touchée. Nous n'avons pas été satisfaits du dédommagement reçu. Néanmoins, nous construisons maintenant une nouvelle maison, un peu plus loin de la route. Toutes les personnes qui nous aident ici sont de ma famille. Nous avons dégagé nous-mêmes les pierres et creusé l'argile et les avons transportées de loin jusqu'ici. Il faudra 3 mois pour que la maison soit prête. Si la vie des Khampa suit encore son propre rythme, la route est le signe avant-coureur d'une nouvelle ère. Chaque jour, de nouveaux visages apparaissent. Mais qui sont ces étrangers qui peinent à monter ici? Qu'est-ce qui peut bien les motiver? Se demandent les autochtones. Il ne faudra pas longtemps avant que l'activité commerciale de la Chine ne change la vie ici aussi. Zhang Yang vide sa boisson énergétique avant de repartir. Il est pressé. En fait, il est toujours pressé. Un Lhasa, ce chauffeur professionnel, doit récupérer des touristes pour une excursion dans l'Himalaya. Il veut arriver dans 5 jours, mais Lhasa est encore à 1700 km et il doit franchir en tout et pour tout quelques 25 000 mètres de dénivelé, en montée et en descente. Zhang Yang roule toujours aussi vite que la route le permet.
parfois même plus vite. Il a 25 ans, il est réactif et ambitieux. Pour lui, la route n'est pas seulement un travail, c'est aussi un défi sportif. Parfois, quand ça monte, c'est vraiment difficile de dépasser. Par exemple, en cas de bouchon, le dépassement peut être très dangereux. Et alors, je ne peux pas respecter l'horaire. Certains jours, je n'arrive à parcourir que 200 km, tellement je perds de temps. Il s'en est fallu de peu que Zhang Yang ne soit impliqué dans cet accident. Les freins ont lâché et ne fonctionnaient plus. C'était en descente et le camion allait toujours plus vite. J'ai dû aller au fossé, sinon nous serions sortis de la route. Le chauffeur se rend bientôt compte que le camion n'est plus qu'un stock de pièces de rechange. Peut-être que le moteur et la boîte de vitesse sont encore utilisables, mais tout le côté droit est mort. Seul le chargement des matériaux de construction n'est pas endommagé. Lorsqu'il appelle son patron, il veut pouvoir faire un rapport détaillé des dégâts. Après le premier choc, le conducteur reste étonnamment calme et serein. Le danger est toujours le plus grand lorsque la descente est si longue et que les freins sont si fortement sollicités. J'ai eu une peur bleue quand j'ai appuyé sur le frein et qu'il ne s'est rien passé. Mais alors rien du tout. Sur la gauche, quelques petites voitures venaient à sa rencontre. Il les aurait certainement percutées s'il n'avait pas foncé dans la montagne. Il y aurait pu avoir des blessés. Il aurait poussé les voitures dans le précipice. Et il y aurait eu une fois de plus un embouteillage. Il a pris la bonne décision. Ren Taiping et son collègue sont en route depuis 3 longues journées déjà. Ils veulent arriver à Litang, leur destination, le lendemain matin. De nouveau, un problème. Ce n'est pas bon. J'avais déjà un mauvais pressentiment au moment du départ. Je vais contrôler le refroidissement des freins. Le refroidissement des freins est bloqué. La valve est fermée. Ce n'est pas bon. Le refroidissement est bloqué. C'est très dangereux lorsque le refroidissement des freins tombe en panne dans une pente. Les freins lâchent et on a un gros problème. On heurte les bordures, on va au fossé ou on tombe dans le ravin. Ou alors on provoque un accident grave. On le voit souvent sur la route. À 4000 mètres d'altitude, juste à côté de la route, une famille de nomades tibétains garde son troupeau de yaks. Zuoma, son mari et ses 2 fils vivent du lait, de la fourrure et de la viande des animaux. Ils possèdent 70 yaks. Le fils aîné de Zhu, Dawa, a 13 ans.
Il lui a fallu longtemps pour habituer son yak préféré à être monté. Maintenant, il est fier que l'animal l'accepte sur son dos. Je surveille les yaks et les appelle s'ils s'éloignent trop. Après la traite, je les emmène au pâturage et je les récupère l'après-midi. Plus tard, Dawa aimerait mener une vie de cow-boy, posséder un cheval et chevaucher à travers le pays. Bientôt, la famille quittera le pâturage d'été pour s'installer dans le village situé en contrebas. Dans notre village, il y a une école, mais je n'y vais plus, depuis 2 ou 3 ans déjà. Oui, l'école me manque. Comme la première neige est déjà tombée, le père a emprunté un camion pour transporter les tentes et les yaks au village. Demain, ils veulent démonter. Mais aujourd'hui, les animaux peuvent aller paître une dernière fois. Je ne peux pas dire grand-chose. Raconte-nous ce que tu fais toute la journée. Je garde les yaks tous les jours. Aujourd'hui, Zuoma a trait environ 30 litres de lait. C'est son principal revenu. Pour fabriquer du beurre de yak, elle chauffe un peu le lait. Elle vend le beurre à un marchand qui passe quotidiennement, environ 5 kilos par jour. C'est ce qui leur permet de vivre. Sans cette machine, nous n'aurions pas de beurre. Le petit lait va ici et le beurre là. Le fait que leur pâturage se trouve directement sur la route facilite la vie de la famille. Le beurre est ainsi plus facile à vendre. Et le transport de la tonte et du troupeau le lendemain est beaucoup plus rapide. Peu avant le prochain col, une petite voiture en provenance de Shanghai est coincée dans la montagne. Shooting a un problème d'embrayage. Je ne peux rien faire quand des gens me regardent. Shooting a encore besoin d'un peu d'entraînement pour démarrer en montée. C'est la première fois qu'elle roule en montagne. Elle est partie toute seule de Shanghai pour conquérir l'Himalaya. Je veux juste aller au Tibet. Cela fait 3 ans que j'y pense. Mais trop de choses m'ont toujours empêché de le faire. Maintenant, c'est le bon moment. J'ai fait des recherches et je me prépare à ce voyage depuis près de 3 ans. Je veux voir le Tibet de mes propres yeux. Et je pense que même avec une petite voiture, ce n'est pas un problème. Shooting a déjà parcouru 2500 km, dont plus de 500 en montagne. Comme sa voiture est légère et a une bonne garde au sol, elle vient à bout des passages difficiles. Plus que la route, c'est parfois l'impatience des autres conducteurs qui pose problème à Shooting. Reculez! Pourquoi vous avancez? Ça bloque la route. Le camion ne passe pas?
Chaque fois qu'il y a de l'attente sur un chantier, le stress augmente pour les chauffeurs. Ren Taiping et son collègue sont presque arrivés à destination. Seule une dernière montée les sépare encore de Litong. Ils ont un jour de retard à cause de l'accident et des nombreux embouteillages. Pourtant, ils sont de bonne humeur, car la route ici n'a pas de nid de poule. Avant, il y avait des voleurs et des brigands partout. La nuit, je n'ai jamais osé prendre la route. Et à l'époque, il était impossible d'aller vite. Il fallait rouler beaucoup plus prudemment qu'aujourd'hui. Ren Taiping apprécie particulièrement cette partie du trajet, surtout lorsque le soleil brille. La beauté sublime du paysage à 4500 mètres d'altitude lui donne un sentiment de liberté. L'après-midi, ils atteignent Litong, l'une des villes les plus hautes du monde, située à plus de 4000 mètres d'altitude sur un haut plateau. Litong abrite l'un des plus célèbres monastères bouddhistes tibétains. Ren Taiping et son collègue ont entre-temps livré le ciment. Non seulement les matériaux de construction, mais aussi la plupart des denrées alimentaires destinées aux habitants de Litong proviennent des basses terres. Une fois de plus, ils ont maîtrisé ce parcours aventureux. Mais ils ne se reposeront qu'un bref instant au restaurant. Ils veulent entreprendre le voyage du retour dans l'après-midi. Le monastère de Litong a été construit au XVIe siècle. C'est là qu'ont été formés le 3e et le 10e Dalai Lama. Aujourd'hui encore, ce monastère est l'une des plus importantes écoles du bouddhisme tibétain. Plus de 1000 moines vivent derrière ces vieux murs. La statue de Bouddha d'environ 10 mètres de haut qui se trouve à l'intérieur est également célèbre. De magnifiques ornements témoignent du raffinement de l'art tibétain. Cela fait maintenant 3 jours que Zhang Yong est en route. Il est heureux que l'état de la route Sichuan-Tibet s'améliore de plus en plus sur le haut plateau. De Litong, juste avant la frontière tibétaine, la route Sichuan-Tibet traverse le Tibet oriental jusqu'à Lhasa. À la frontière avec le Tibet, Zhang Yong traverse le légendaire Yangtze qui se jette dans l'océan Pacifique à Shanghai. Un peu plus à l'ouest, la route suit la vallée du Mékong qui s'enfonce jusqu'à 2 km dans les montagnes. Enfin, il atteint les 72 virages qui descendent vers la rivière Saluen. Ce n'est pas facile de descendre les nombreux lacets vers la vallée.
Les virages sont extrêmement serrés. Si l'on roule trop vite, la voiture risque de se renverser. Et il faut toujours faire attention aux voitures qui arrivent en face dans le virage. Si un gros camion se présente, il faut attendre avant le virage. C'est le seul moyen de passer. Cette voiture est bonne, mais il ne faut pas rouler trop vite avec. Un SUV, c'est gros et haut, ça peut donc facilement se renverser. Malgré un centre de gravité élevé, Zhang Yong exploite le mieux possible les possibilités de sa voiture. À côté de la route, 3 jeunes Tibétains trient des pièces en aluminium. Ils sont en quelque sorte l'avant-garde de la civilisation. Okai est le chef du groupe. Il a investi tout son argent dans 5 mules pour pouvoir offrir ses services à la compagnie d'électricité. Pendant 5 ans, il va aider à ériger des poteaux électriques ici jusqu'à ce qu'il ait économisé assez d'argent pour réaliser son rêve, sa propre voiture. Il veut travailler plus tard comme chauffeur de taxi. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de ligne électrique ici. Il n'y a pas encore d'électricité. Selon le domaine, cela prend plus ou moins de temps. Ici, dans ce secteur, il faudra compter encore 1 mois. Okai ne s'occupe que du transport hors route. Plus haut, un autre groupe installera les pylônes électriques pour que cette région du Tibet soit également alimentée en électricité. Les mules les plus fortes peuvent porter de 400 à 450 kg. Celle-ci n'en porte que 250. Nous devons être prudents. Si les pièces tombent sur les pattes des mules lors du déchargement, nous aurons un gros problème. Concentré, Zhang Yong continue de rouler vers l'ouest. Il apprécie de pouvoir rouler aussi vite qu'il le souhaite dans cette région reculée. Ces motards aussi veulent aller à Lhasa. Ils viennent de la province de Guangdong, sont déjà en route depuis 26 jours et ont parcouru 4000 km. C'est Wang Xingtao qui a concocté ce plan. J'ai 66 ans, lui en a 62 et ce monsieur a 61 ans. Nous sommes tous à la retraite. J'ai ce projet de me rendre au Tibet en moto depuis 8 ans, mais cela ne s'est jamais fait. J'ai certes déjà visité Lhasa avec un groupe de touristes, mais c'est difficile de trouver des gens pour un voyage à moto là-bas. Mais maintenant, mon souhait est enfin réalisé. Lhasa exerce une attraction mystérieuse sur de nombreuses personnes. Alors que certains recherchent la liberté et l'aventure lors de leur voyage à travers les montagnes, le voyage au cœur du Tibet est pour d'autres une préoccupation religieuse. Pour ces randonneurs tibétains, la route Sichuan-Tibet est un chemin de pèlerinage. Nous voulons aller à Lhasa, vers les moulins à prière. Nous sommes en route depuis 1 mois. Nous emportons tout, y compris notre nourriture, de la tsampa. C'est notre provision de route.
Ils se nourrissent de farine d'orge pure, sans aucun ingrédient. C'est leur seule nourriture pendant de nombreuses semaines. Les pèlerins gravissent et descendent les pentes dans la neige et la glace. Seuls ceux qui sont prêts à affronter les privations peuvent le faire. Pour les chauffeurs professionnels comme Zhang Yong, la route Sichuan-Tibet n'est en revanche qu'un travail comme un autre. Il ne croit pas beaucoup à la découverte de la lenteur. Plus vite il arrive, plus il est satisfait. Mais peu avant Lhasa, il se retrouve pour la première fois depuis des jours dans un embouteillage. Les dangers du voyage sont nombreux. Glissement de terrain, neige profonde en altitude, route glissante et verglacée. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce trajet, cela peut paraître difficile. Pour moi, ce n'est pas un problème. J'emprunte souvent cette route et je la connais bien. Zhang Yong a atteint Lhasa, sa destination. Au palais du Potala, siège du Dalai Lama pendant des siècles, les pèlerins arrivent eux aussi après leur long voyage. Ils croient qu'en faisant tourner les moulins à prière, ils vont éliminer la souffrance de tous les êtres sensibles et dissoudre le mauvais karma. Maintenant, au bout de la route Sichuan-Tibet, ils sont tous arrivés à destination.